Bonsoir Stéphane, et d'abord merci Salut d'être Kevin. venu te prêter ici à l'exercice. Ouais, je trouvais ça drôle. Finalement, d'y mettre moi. Comme tu sais, la première question, tu la connais, c'est évidemment d'abord de te présenter toi-même brièvement, expliquer un peu qui tu es. D'abord en tant que géniste aussi, puisque c'est le cadre de l'émission, ou en tant que rôliste, Mm. et nous parler un peu de ce que tu fais brièvement, et puis après on pourra élaborer là-dessus. Donc moi, c'est Stéphane. Je suis rôliste depuis que j'ai 11 ans. Et je suis géniste depuis que j'en ai 17. Aujourd'hui, je vais en avoir 46. 47, je ne sais plus compter. 47. Et voilà. Et donc, je vais parler uniquement de ce que j'ai fait en Belgique. Je suis en Belgique depuis 2005. Et le premier gène que j'ai organisé ici en Belgique, c'était la Caméria bruxelloise, notamment avec Fougère qui participe Mhm. aussi à cette émission. Puis j'ai participé en tant qu'orga à 2 Maslarp belges connus. En l'occurrence, j'étais dans le corps orga de Avatar de 2011 à 2014. Mhm. Et j'ai également été orga chez Outre-Terre avec toi et Mhm. Anne. Et voilà. Et puis ensuite, j'ai lancé mes nouveaux projets de jeu, qui sont plus aujourd'hui dans ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire en l'occurrence La Ville, qui était donc un GN d'horreur psychologique, qui était en 3 volumes et qu'on a fait jouer 3 fois de suite, 3 expériences différentes. Puis, bien sûr, la trilogie berlinoise qui se comporte donc de Cabaret 1930, Louvre ballonne le mur et bientôt Ostberlin mit Liebe. C'est un CV assez impressionnant pour l'instant, même en ne comptant uniquement que ce qui a été fait jusqu'à présent. Tu, tu parlais en parlant de l'après Maslarp de te rapprocher de ce qui avait, de ce qui était plus ce que tu aimes faire. Mm. Est-ce que tu y vois une évolution ou comment est-ce que tu décrirais plus ce que tu aimes faire par rapport au Maslarp? Bon, mon expérience du MassLab, c'était un moyen d'explorer et d'expérimenter des choses avec plus de moyens. Parce qu'on va pas se mentir, quand on fait des jeux, on manque de moyens. Et du coup, créer des éléments et jouer avec des ambiances, etc., et des émotions très très fortes dans les MassLab, c'était un petit peu ça que je voulais faire. Et du coup, mon travail principal à Avatar a été tout ce qui est le fameux parcours du fou. Donc la cité engloutie, le fou d'en bas, le fou d'en haut, toutes ces expériences qui étaient basées beaucoup sur la terreur, sur l'horreur psychologique, etc., qui a initié quelque part toute la réflexion sur la ville et sur comment générer des effets en utilisant la scénographie principalement, etc. Donc l'expérience de Maslarp m'a donné des armes, on va dire, et m'a appris un petit peu plus à organiser quelque part. Parce que quand vous devez organiser un jeu pour 900 à 1500 personnes, vous avez des contingences qui sont beaucoup plus fortes et puis le résultat est beaucoup plus dur à avoir quelque part. Et donc ensuite revenir à des GM plus petits pour retravailler sur des émotions très fortes et pour faire ce que j'appelle moi du GN à émotion, c'est-à-dire du GN qui est quasiment entièrement basé sur l'interprétation des personnages et sur les émotions qu'il peut ressentir et que vous pouvez ressentir à travers lui. Dans la description, il y a déjà un terme que j'ai retenu, scénographie, sur lequel je reviendrai après, Mhm. parce que je sais que c'est aussi quelque chose qui est très présent dans ton œuvre. Mais outre le fait que c'est plus des jeux à émotion où le RP est forcément beaucoup plus présent, comment est-ce que tu décrirais justement cette seconde partie après Maslarp, comment est-ce que tu décrirais le type de jeu que tu développes Ça va être depuis? des jeux plus politiques, avec des thématiques qui vont être soit psychologiques, soit carrément qui vont aborder des thèmes sur la jeunesse confrontée au fascisme, le combat pour la liberté, qu'est-ce que c'est que et également qu'est-ce que c'est que l'artiste, quel est le rôle de l'artiste face au fascisme, quel est le rôle du rebelle face au fascisme. Voilà, ça c'est vraiment toute la thématique de Berlin, de la trilogie berlinoise, c'est ça. C'est la jeunesse face au fascisme et qu'est-ce que ça veut dire être jeune lorsqu'on vit dans des États qui sont compliqués, autoritaires, etc. Donc ça, c'est vraiment ça. Et puis La Ville, qui était un jeu, une véritable exploration de la psychologie humaine dans ce qu'elle a le plus noir. Donc j'ai fait des études en psychologie et c'est un sujet qui m'a toujours passionné et qui m'a toujours attiré. Et je louchais très fort sur l'œuvre de David Lynch, etc. Et j'avais envie de créer des moments lynchiens dans un jeu de rôle, de créer des moments où on se perd, où on ne sait plus qui on est, puisque dans l'Angers de la Ville, la question de l'identité est très très présente, hein, puisque c'est un GN où les personnages incarnent des personnalités multiples dans la tête d'un tueur psychopathe d'enfants. Et donc, incarner cette question de personnalité, faire perdre pied au fur et à mesure sur ce qu'on sait, sur ce qu'on croit savoir de soi-même, et se perdre comme ça, c'était aussi un examen. Donc, vraiment, j'ai ces 2 aspects-là, un aspect politico-social et un aspect psychologique très présent.
Avant de passer à la scénographie, il y a un terme que tu viens d'utiliser deux, trois fois qui est politique, forcément. Euh, Personnellement, j'ai l'impression que tous les gènes sont Ouais, politiques, quoi, tout est quoi qu'on politique. quoi qu'on fasse. Du coup, en quoi est-ce qu'il y a un vrai message que tu essayes de faire passer dans ton œuvre? C'est pas tant un message, c'est une réflexion. En tout cas, il y a un fil rouge qui guide la trilogie berlinoise, qui est vraiment comment, à la fin, qu'est-ce qui reste en fait? Qu'est-ce qui reste lorsqu'on vit dans un État autoritaire? Qu'est-ce qui reste lorsqu'on se retrouve oppressé, victime? Et qu'est-ce qui reste en fait de tout ça? Qu'est-ce qui reste de nous à la fin? Et quelque part, Cabaret comme Lou Ballon, t'as pas l'histoire des punks qui passent le mur de Berlin en 87. Donc les punks à l'époque étaient considérés comme des menaces envers le parti en RDA. Et donc ils étaient pourchassés. Hein. Il y a des textes et des recherches qui partent dessus. Et donc là, on a ces des punks qui veulent courir après l'espoir. Donc c'est vraiment des notions d'espérance, comment lutter contre quelque chose qui vous écrase. Et même si Cabaret ne le permet pas de lutter, puisqu'à la fin on finit écrasé, il reste quand même le souvenir de ces personnages, et quelque part c'est ça qui nous reste, c'est ce souvenir là pour mieux lutter après. On sait ce qui leur est arrivé, et donc du coup on peut mieux affronter, on peut mieux se confronter à ce qui pourrait arriver. Et Lou Ballon donne une réponse sur qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour échapper à ça. Et Haute Ballon livrera une autre façon de répondre à la question de mais qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans un milieu où l'autoritarisme s'est vraiment développé et où, quelque part, le fascisme est à nos portes. On s'en est rendu compte aux dernières élections françaises. Effectivement. J'aimerais revenir quand même sur cette idée de scénographie. Mhm. Parce que bon, je sais, te connaissant, que la scénographie est quelque chose qui te tient énormément à cœur dans la manière de créer les dynamiques de gènes et d'essayer, en collaboration avec les participants et participantes, d'aussi créer des belles scènes Mhm. pour eux et pour le décor général. Comment est-ce que tu intègres cette scénographie? Quelle est la place qu'elle prend dans tes créations? Mhm. Et comment est-ce que tu l'aperçois? Bah, en premier lieu, on fait tous de la scénographie. C'est juste qu'on n'en a pas forcément conscience. C'est à partir du moment où on prend conscience qu'on fait tous de la scénographie à un moment ou à un autre, et qu'on peut donc réfléchir sa scénographie pour impacter les joueurs et les joueuses différemment, que ça peut devenir un outil réellement. Alors, scénographie, c'est quoi? Donc, au théâtre et cinéma, c'est l'utilisation de la lumière, du son et de la mise en scène pour donner des informations autrement que par le dialogue. Et donc, du coup, dans le GN, quand vous allez placer la lumière, quand vous allez utiliser un son pour lancer quelque chose, ou pour impacter les joueurs, ou pour leur donner une illustration, quand vous allez utiliser des bruits, quand vous allez utiliser des décors particuliers, faire des décors, bah, vous faites de la scénographie. Alors, chez nous, on a essayé de travailler, je dirais, j'ai eu la chance de travailler avec Axel et encore, sur des scénographies qui sont finalement très minimalistes. Et ça s'est très fort vu à la ville. C'est-à-dire la scénographie s'est élaborée au fur et à mesure du jeu. Elle s'est construite quelque part en même temps que les trois cycles. Et je dirais que la scénographie la plus aboutie est ce qu'on avait au troisième cycle. C'est-à-dire des effets de lumière, des éclairages particuliers qui éclairaient certains PNJ, des sons également, des sons qu'on a retravaillés, et toute une scénographie en forêt qui illustrait la ville qui avait disparu et qu'on a retravaillé au fur et à mesure. Et donc voilà, la scénographie, ça va vous permettre d'accompagner vos joueuses si c'est bien si elle est bien faite, si elle est bien réfléchie, ils vont d'eux-mêmes la suivre et ça va donner consistance à votre univers. C'est un petit peu le regret que j'ai souvent dans certains GN qui nécessiterait une scénographie beaucoup plus pensée, élaborée. C'est que quand elle n'est pas assez, c'est pas assez consistant. Et du coup, quand vous n'avez que vos PNJ pour venir expliquer le monde verbalement, c'est pas assez. Ça marche pas. Ou plutôt, c'est pas suffisant dans la majorité des cas. Et dès que vous poussez un peu trop les potards de votre univers, dès que je pense notamment des univers de science-fiction, si la scénographie est un petit peu faiblarde, l'univers sera un peu faiblard, malheureusement. Vous aurez que des textes, vous aurez que des trucs un peu éparses, ceci de là, pour donner le goût. Et assez rapidement, ce sera pas assez fort. Je me permets juste une petite réflexion personnelle pour te faire agir. J'ai l'impression que dans la scénographie que tu mets en œuvre dans tes créations, il n'y a pas uniquement de la scénographie, on va dire, simulationniste, qui serait uniquement là pour exprimer l'univers. Il y a aussi une part de scénographie extradigétique, pour créer des ambiances qui ne ressortent pas de l'univers du jeu, mais qui doivent influer sur les personnages. Je me trompe ou... Totalement. Il y a une vision assez cinématographique de la scénographie, c'est-à-dire que on plonge le joueur et la joueuse dans une ambiance
qui va être sonore, qui va être de lumière et qui va lui donner des impulsions. Or, cette ambiance n'est pas du tout celle que vit le personnage. Je peux illustrer un petit peu, comme ça va permettre aux gens de percevoir le truc. À la ville, on devait voir une scène où une des joueuses était avec un personnage. Ils discutaient, c'était une scène de drague. Sauf que le personnage de la joueuse à ce moment se projetait et imaginait que le personnage qui la draguait était une jeune femme sur laquelle elle fantasmait. Et donc, on a décidé de lui faire jouer son fantasme. Alors, c'est assez compliqué à faire jouer un fantasme. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a briefé. C'est une scène qui se passe dans un bar où, à un moment donné, les PNJ allaient danser sur un son. Donc, on a mis les PNJ à danser sur une musique qui était une musique qui était utilisée dans le jeu. Puis, on faisait varier la musique pour la basculer dans une autre ambiance. En l'occurrence, on utilisait un son qui venait de la série Twin Peaks. Puis, on mettait ici une lumière qui ralentissait, des effets de lumière qui stroboscopiques comme ça, qui devenaient plus lents. Et on avait briefé les PNJ pour qu'ils se mettent à bouger plus lentement, comme s'ils étaient au ralenti. Donc la seule personne dans la pièce qui n'était pas briefée sur va au ralenti, c'est la joueuse, qui d'un seul coup a vu toute la scène se ralentir autour d'elle, et le PNJ qui jouait son fantasme se retourner et être dans le seul lumière qui restait, qui n'était pas une lumière clignotante. Et donc du coup, là, avec tous ces effets-là, on avait cet effet de fantasme était créé chez la joueuse, elle était dans son illusion, elle se rendait bien compte que c'était pas normal ce qu'elle voyait, que c'était clairement voilà. Et moi j'avais cette référence cinématographique à l'univers de David Lynch qui m'obsède. Je vais juste répéter quelques termes que tu as utilisés. Tu vas tout de suite comprendre où je veux en venir pour ma question. Tu as cité Twin Peaks, tu as cité David Lynch, tu as dit cinématographique. Tes références, tes inspirations. Tu viens déjà de développer un petit peu, mais je pense que tu peux. Elles sont assez nombreuses finalement parce que j'ai une culture cinéma qui n'est pas immense mais qui est assez concentrée sur certains auteurs. Et quelque part, on se rend compte, par exemple, dans la trilogie berlinoise, qui sont aussi présents, puisque Cabaret est directement l'adaptation du film Cabaret. Un peu modifié, bien entendu, mais c'est directement inspiré de ça, avec la même scénographie du début et de fin, qu'on a retravaillé. Et donc, oui, le cinéma prend une place majeure dans mes jeux, que ce soit les jeux de rôle ou le grandeur nature, parce que ce que je fais est très cinématographique. Je vais chercher à créer des instants, des scènes qui vont apporter l'émotion. Et je vais pour ça utiliser la scénographie, la musique, le son, la lumière, tous les éléments comme ça qui sont en dehors des joueurs pour leur donner les émotions. Ça me paraît entièrement cohérent. On a parlé de tes inspirations, on a parlé un peu du style de jeu, on a parlé de tes créations jusqu'à présent. Quels sont les projets sur lesquels tu travailles pour le moment ? Donc là, il y a bien entendu, il y a Ostberlin. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite communication. Nous galérons pour trouver une salle à Ostberlin. Donc si vous avez une grande salle des fêtes, n'importe où, on est preneur. Autre chose également, on galère pour Cabaret. On veut faire le dernier Cabaret, mais on a de la peine à trouver un Cabaret. On a un petit plan là qui est apparu, mais qui demande à être confirmé. Donc si vous avez un plan pour une salle de théâtre, de cabaret, même si c'est pas à Bruxelles, dites-le nous. On va. Et une fois que ça sera fini, une fois qu'on aura fait Ostberlin plusieurs fois et qu'on aura fait Dernier Cabaret, il y a trois gros projets qui, pour l'instant, qui me tiennent à cœur. Le premier est une nouvelle trilogie qui sera assez particulière, qui sera aussi très cinématographique quelque part, qui s'appelle L'Urgence la nuit. Donc, c'est 3 jeux. Le premier, c'est À l'arrière des taxis. Le second, c'est Confidence pour confidence. Et le dernier, c'est Volontaire. C'est 3 chansons françaises connues. Ça, c'est quoi ? C'est toujours un ou une joueuse. En l'occurrence, dans le premier, c'est un ou une taxi woman. Dans le second, c'est un ou une animatrice de radio. Et dans le troisième, c'est un ou une volontaire aux appels de secours. Qui vont donc se retrouver confrontés chacun à une situation d'urgence qui à chaque fois aura été créé par les PPJ qui leur autour de lui. Donc à chaque fois, c'est un ou une joueuse et plusieurs PPJ qui viennent l'animer. Pour le taxi, la taxi woman, ce sont les clients et les clientes qui se succéderont dans le taxi. Pour l'animatrice radio, ce seront les appels qu'il recevra à la radio et son équipe autour de lui pour l'aider. Et pour le volontaire, ou la volontaire, ce sera les appels téléphoniques d'urgence qu'il appellera et les équipes d'urgence qui devront arriver sur place pour gérer. Et donc l'idée, c'est vraiment de plonger quelqu'un dans cette dimension d'urgence, avec toujours un univers construit et ce côté de cette musique qui l'accompagne. Donc mon idée, c'est vraiment de faire une radio qui est jouée dans le deuxième épisode en l'occurrence, qui joue cette musique en permanence et qui accompagne. Donc ça, c'est le premier jeu, les premiers trucs. Le second, c'est un très beau projet que j'ai avec Fougère.
qui est un GN, qui serait un GN persistant sur un an, qui s'appelle 4 saisons de songes ou des enfants perdus de comment ils se sont retrouvés et comment l'hiver est venu. 3 petits points. C'est du dark féerie contemporain. Et je pense que c'est un jeu étrange. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui va mêler à la fois de l'enquête, des émotions très très dark, parce que les joueurs vont incarner des gens qui vont être perdus dans leur vie quotidienne, qui vont devoir redécouvrir leur féerie quelque part. Et en même temps, un jeu contemplatif autour de Bruxelles, qui va obliger les gens à aller dans des endroits que nous avons trouvés avec Fougère, qui sont un peu merveilleux à certains moments. Voilà, et ça va se jouer sur une période d'1 an complète, 4 saisons. À chaque fois, il y aura une semaine au moment du passage des saisons pour jouer, avec une introduction qui se jouera sur un week-end. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas plus de trucs à donner, mais juste, voilà, ça nécessitera sans doute d'être à Bruxelles pendant 1 an complet pour faire ou du moins chaque semaine de jeu pour le jouer. Et c'est quelque chose avec un côté un peu magique, où on pense faire venir des vrais artistes, des manipulations de marionnettes et des choses comme ça, pour pousser les gens dans la féerie et pour les pousser à voir Bruxelles autrement. Voilà. Et puis le dernier, c'est un truc un peu fou. Voilà, j'ai été organe Maslarp. Enfin, j'ai été mercenaire pour des Maslarp, mercenaire pour Bilarp et mercenaire pour Total GN. Et j'ai envie de faire mon propre Maslarp. Ça allait justement être ma prochaine question. Retour au Maslarp, point d'interrogation. Ouais, c'est un peu un truc de dingue. Je me dis, je pense qu'il y a moyen de faire un Maslarp qui soit entièrement narratif commun. Donc un Maslarp où il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'annonce, où chacun incarne son personnage et vit son histoire et réagit logiquement à ce que son personnage vit. J'ai aussi envie de faire un Maslarp où les potards de la scénographie seraient poussés à leur niveau maximum. Donc on ne jouerait pas sur le confort. Il n'y aurait sans doute pas des toilettes partout, il y aurait des toilettes sèches. Voilà. Vraiment un truc où les potards du confort seraient au minimum. Mais par contre, on pousserait tout ce qu'on peut faire au maximum pour que la scénographie soit vraiment très élaborée. Et les saisons du sang, on est en train doucement, on en reparle, on en a parlé pendant les confinements. Là, on commence à en reparler à 3 comme ça, juste pour le faire. Et il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui va se passer parce que c'est très inspirant en fait. Et voilà. Vous trouvez des explications, vous avez un petit texte qui en parle sur la page Facebook. Oui, il y a une description sur la page Facebook qui est déjà présente depuis quand vous en aviez parlé avant les confinements à la base. Ça fait pas mal de projets. C'est un agenda chargé pour les prochaines années, j'imagine. Parce qu'on n'est pas sur une perspective de jeune pour 2023. Ans, hein. On est sur 10 ans facile, hein, à mon avis. Hein. À mon avis, c'est les saisons du sang qui m'achèveront. Après, et puis à côté, il y a le JDR avec Dimension Brumeuse. J'allais justement venir à ça, puisqu'il n'y a pas que le GN ou l'organisation de GN dans ce que tu fais. Il y a déjà cette chaîne, ce plateau sur lequel nous sommes avec la zone hors-jeu, Dimension Brumeuse, l'Actual Play, sur lequel tu maîtrises toi-même la table de l'Actual Play. Tout ça qui a été précédé pendant les confinements par la radio GN du Loveboat. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ça? Pourquoi? Quelle envie? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Il y a plein de choses. D'abord, au tout premier confinement, il y a eu cette envie de créer un endroit où les gens pouvaient venir, on est tous enfermés, donc il n'y a que l'Internet quelque part qui peut alimenter. Et donc il y a la création du Loveboat. Au départ, c'était un projet tout bête, avec des jeux vidéo, des salons, etc. Et puis, tous les jours, je faisais un petit hint, l'événement du jour, un événement culturel, etc. Et c'est vrai qu'on arrivait à la date où est apparue la première radio libre, etc. Donc ce jour-là, j'ai trouvé un moyen de faire de la radio libre. Aujourd'hui, c'est plus possible, puisque Discord a interdit tous les pods qui diffusent de la musique. Mais à l'époque, on pouvait. Et du coup, c'est la naissance de la radio. Et du coup, il y a plein de gens qui sont arrivés, plein de gens qui sont mis à faire de la radio. Et c'est cool. En fait, fondamentalement, de partager ce qu'on aime, partager le son, partager des textes, partager même du cinéma. On a même eu des divisions du cinéma, etc. Et du coup, quand il a fallu voir ce qu'on faisait avec cette radio, l'idée de faire une émission sur le JDR, c'est venu tout seul, en fait. Voilà. À la base, j'avais aussi une émission culturelle qui a moins bien marché, mais celle du GN, je suis dans ce milieu. Vu tout ce que j'ai pu faire, j'attire les gens. Et du coup, autant en profiter pour faire venir des gens et qu'ils parlent, etc. Et puis l'idée de faire parler les orgas, c'est bien, en fait, je trouve. C'est un truc qui manque dans notre milieu. Je trouve qu'on donne pas forcément le micro aux orgas pour dire, mais au fait, pourquoi ?
Qu'est-ce qui t'inspire? Pourquoi tu fais ça? Quelles sont tes idées? Quelles sont tes influences? Comment tu fais? Et ça n'existait pas en fait, à part Beta LARP une fois par an. Une fois par an, oui. Mais là, c'était plus fréquent. Et puis ça permet de multiplier les choses parce que Beta LARP touche pas tout le monde. Et l'audience est plus réduite. Là, ça permet d'éclater, de diffuser, de toucher, d'aller loin, de diffuser en France. Les gens français peuvent nous écouter. Et c'est cool en fait. Et du coup, quand l'idée de faire une chaîne Actual Play est montée, assez rapidement on s'est dit l'Actual Play ne sera pas suffisant pour faire vivre une chaîne. Et donc faisons aussi, projetons l'émission qui était sur le Loveboat à l'époque et faisons un truc un peu plus compliqué. L'Actual Play, lui, c'est entièrement l'influence de deux personnes, Fougère et Gilles, qui m'ont conduit à faire un Actual Play. À la base, moi, j'aurais jamais fait ça parce que On peut les en remercier. ouais, c'est abominable comment ça m'intimide ce bazar. Je suis un grand stressé, tu le sais. Tu m'as vu Oui. maîtriser et tu as vu l'état dans lequel je suis avant. Pour moi, c'est littéralement monter sur les planches. C'est la même chose. C'est le même stress. Et c'est épouvantable en fait. Je préfère être derrière que devant. Pareil que moi dans ce Ouais, fauteuil. et du coup, c'était très compliqué. Mais clairement, j'aime bien en fait. Il se passe un truc, c'est cool de faire jouer, à faire découvrir à des gens ma façon de faire jouer, qui est très différent de tout ce qu'on voit ailleurs dans l'Actual Play. Et puis voir un petit peu, et puis voir ce type de jeu-là, qui est un jeu plus adulte, plus sérieux, plus grave, même si on rigole, hein, je te rassure. Regardez des fois. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à Broye? Ah ça va continuer. L'horreur va continuer. J'ai essayé. L'horreur va continuer. Là, il faut que je me mette à écrire parce que j'ai pris beaucoup de retard à cause de tous les événements professionnels un peu compliqués que j'ai pas traversés. Mais j'espère qu'on fera la web-série qui permettra d'introduire la seconde saison. Donc, il y a une web-série qui est prévue entre les deux pour introduire la seconde saison. Donc, mais déjà, je peux dire, la première saison, c'était les gendarmes. La seconde saison, c'est les jeunes. Donc, on va s'intéresser à tout l'entourage, pour ceux qui suivent, à tout l'entourage du petit collier, de la petite gothique que Morgane essaie d'interroger, etc. On va s'interroger à ce qu'ils savent et à ce qu'ils essaient de faire. Comme l'une des thématiques les plus très importantes dans Spirale de mort, c'est la thématique écologique et l'affrontement entre les générations. Sur cette thématique-là, on peut imaginer que la deuxième saison va porter là-dessus à fond de balle et ça va devenir un lieu d'affrontement au bois. Ok, donc on a du lourd qui est en préparation pour la spirale de mort. Ok, donc ça c'était pour l'Actual Play. Et profitons de l'occasion, puisqu'on est aussi dans la dernière émission avant la pause estivale, avant la reprise de septembre, et pour la zone hors jeu. Quid de l'avenir de la zone hors jeu? Moi j'aimerais continuer, donc on va continuer. On doit tous se réunir pour discuter un petit peu de comment on voit la suite, parce que là on a un petit peu démarré pied au plancher, allez on fait ça et on y va, et on était, donc maintenant on a l'expérience de quelques émissions et on va pouvoir tous se réunir et discuter pour savoir comment on voit la suite. Et voilà, mais on va continuer l'année prochaine. Comment? Est-ce que tout sera pareil, etc. Je sais pas, parce que je vois toujours ce projet comme un truc très collaboratif en fait. J'ai apporté le bazar, mais quelque part, le place aux joueuses, il appartient complètement à Anne, à Rachel et à Fougère. Et pour l'instant, et si elles veulent changer, faire des trucs différemment, c'est ouvert en fait. Et même chose pour toi, j'ai envie de te dire. Si tu imagines des choses un peu différemment, si tu veux changer de format, on peut discuter et c'est parfaitement ouvert. Et même chose pour ceux qui nous regardent et qui auraient des idées à amener, des idées de rubriques, etc. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous envoyer des trucs, à nous dire moi j'aimerais bien faire ça. Ça vous oblige à vous déplacer à Bruxelles pour le tournage en direct, mais c'est cool. Vous avez entendu, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas. Ok, donc on a abordé les gènes, on a abordé l'Actual Play, notamment on a abordé l'émission. Peut-être avant de céder la parole aux éventuels auditeurs, peut-être, puisque tu as touché un petit peu à tout. En faisant différents types de GN, tu es passé par le Maslar, par d'autres types de GN. Tu fais aussi les émissions ici avec les gens qui sont interviewés, les gens avec lesquels tu parles. Quel regard tu portes maintenant sur la communauté GN maintenant, cette communauté qui sort qui évolue, mais qui sort aussi de ces 2 ans de confinement, qui se remet petit à petit à jouer? Juste d'abord qu'elle évolue, qu'elle se transforme, ça c'est clair. C'est-à-dire que même si on a vu éclater des comportements un peu toxiques dans les changements apportés par Life, il y a aussi des comportements qui accompagnaient ça. Et doucement, on se rend compte que la communauté se transforme
et que au fur et à mesure, des choses comme des outils qui permettent de faire des jeux plus durs, sont de plus en plus rentrent de plus en plus dans le domaine de tout le monde en fait. Et donc elles se transforment, elles se changent, et ça c'est cool. C'est cool que que ça change, c'est cool que ça vienne, c'est cool que ça rentre. Il reste bien sûr des moments difficiles, clairement, on doit encore convaincre. Je pense qu'on convainc plus en amenant les gens à jouer à des jeux différents et en disant pour ça on va utiliser cet outil-là, on t'explique comment ça marche et tu vas pouvoir le tester, qu'en obligeant. Ça c'est j'ai l'impression que nous on fait un long chemin depuis 2016, puisque le premier cabaret c'était en 2016, Oui. et c'est la première fois en Belgique où il y avait des ateliers. Avant il n'y en avait pas eu. Puisque toi, t'es arrivé après avec, je crois que ton... Il y avait des ateliers pour ta d'adaptation de... Oui, Ouais, mais c'était c'est avant, juste après. juste après. Donc on était vraiment les premiers. Pour les ateliers de la ville, on a commis des erreurs. On s'est planté sur les premiers ateliers, mais c'est normal. On J'en ai fait découvrait. aussi. J'ai fait aussi Voilà. plein d'erreurs. Et du coup, on a avancé doucement. Et on est... moi, pour moi, ce qui manque dans cette communauté, justement, c'est un lieu d'échange permanent. Ça, il n'y a pas. Voilà, et c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait créer, vraiment un espace d'échange permanent où tous les orgas pourraient se retrouver et parler de leurs expériences, et on pourrait aussi amener les gens à essayer des trucs. Essaye, mets un safe word pour voir après ce que tu vas pouvoir faire. Nous, on sait ce que ça fait. C'est-à-dire qu'on l'a vu, à partir du moment où le safe word ou le bracelet a commencé à fonctionner à la ville, on a vraiment pu faire des choses plus trash qui ont fonctionné et qui en même temps mettaient pas en danger les gens. Et en faisant, et c'est ça que ça permet en fait. Et donc du coup, si la communauté peut pas, si on peut commencer à échanger entre nous, et c'est pour ça qu'il y a cette émission, c'est pour échanger, échanger ce qu'on notre savoir, notre savoir-faire, et ça c'est le truc qui manque. Voilà. Manque de Mais la communication. communauté grandit. Voilà, c'est normal. Dernière petite question ça a titillé ma curiosité, mais j'arrivais pas à la faire sortir juste avant de passer la place de céder la parole à Fougère. Et en tant que joueur, en tant que géniste, qu'est-ce qui te tente pour le moment? Est-ce qu'il y a des gènes qui te tentent, que tu as envie de faire? Je vis une affreuse situation. Parce en fait, il y a très peu de gènes qui m'attirent. Et j'ai ce côté œil de l'orga qui est très difficile à me séparer, qui est très difficile à retirer, et qui nécessite justement. Il faudrait que je tombe sur un orga comme moi, qui mette tous les potards au maximum sur la scénographie, qui me permet pas de réfléchir, de prendre du recul, et ça c'est très gênant. Donc actuellement je joue à Clone, qui me satisfait pas complètement, mais qui m'apporte une dose de RP, de roleplay qui fonctionne, et une histoire je suis un fan de science-fiction, donc ça marche bien avec moi, même s'il y a plein de points où ça marche pas avec moi, où je suis un peu zut, voilà, mais pour l'instant c'est ce qui me satisfait le plus. Je suis attiré par ton projet sur les personnages de fiction. Oui. Ça me plaît bien, j'aime bien l'idée parce qu'il y a moyen de faire des trucs drôles avec ça. Voilà. Qu'est-ce qui m'attire d'autre actuellement, là tout de suite? Pas juste des projets parce que c'est voilà, C'est plus ton simple. Sic Volaris Parcas, c'est ça? Non. C'est quoi Fantasyland? Ouais. M'attire pas. Je sais arrive. pas pourquoi, mais il y a un truc qui me parle pas là-dedans. Tu vois, et je me tiens pas super au courant. C'est le cornier Pourtant, mal chaussé. C'est fou ça, hein. Mais voilà, je suis pas forcément à l'actualité parce que je suis très fort dans mes trucs à moi et dans ma tête. J'ai ma création est très intérieure, elle est très agitée, avec des longs moments de désespérance totale parce qu'il n'y a rien qui sort, où je vais ressasser des choses. Comme ça, vous savez tout. Ma création passe par des phases boulimiques, voire même d'excitation, comme ça, un peu frénétique, où je vais écrire et je vais pas être bien et je vais écrire et ça va, et par des phases où il y a de grands riens, et c'est pas la peine de me forcer parce que ça va pas venir, et du coup ça m'occupe beaucoup la tête, hein, ça, hein, parce que Je comprends ça. et me projeter dans un autre univers, ça me demande beaucoup, ça me demande de l'énergie, ça me demande d'abandonner ce qui moi me fait travailler la tête, et ouais, donc c'est compliqué, donc je suis un joueur compliqué.
Mais tu as en même temps aussi répondu à une autre question que j'allais peut-être sortir après les questions du public sur ton processus créatif, si toutes les interviews pouvaient être aussi faciles avant même de poser les questions. Mais je vais quand même me tourner vers Fougère pour savoir s'il y a des questions du public. Eh bien non, absolument aucune. Génial. On a du monde qui est présent, mais tout le monde est très très sage dans le chat. Voilà, on dirait que tu leur dis tout ce qu'il y a à savoir. C'est formidable. Peut-être pour revenir sur ton processus créatif, tu parles d'un côté chaotique, éventuellement avec des bouffées d'inspiration. T'arrives à sortir un projet en une fois sur une bouffée d'inspiration ou c'est plus, ou ça prend plus de temps? Ça dépend. Ça dépend totalement. Si on prend l'exemple de Louvre Ballon, l'idée est venue peu de temps avant mes 44 ans, je crois. En mode, allez, dans 2 mois pour mon anniversaire, je le sors. Puis il y a eu ça a foiré, c'est pas sorti. Il s'est passé 6 mois. Puis au mois de décembre qui a suivi, il y a eu un switch qui s'est activé chez moi en mode, mais pourquoi est-ce que j'écrirais 10 personnages hyper compliqués, berlinois de l'Est, avec toute une histoire complexe, alors que je peux mettre en place un truc et qu'on peut tout mettre dans les mains des joueuses. Et de là, le jeu s'est décoincé et le mois de mars qui a suivi, c'était là. Et ça m'a demandé d'écrire un document historique, c'est-à-dire faire des recherches pour créer toute la base documentaire dont les joueuses avaient besoin. Et voilà. Si on pense à Cabaret, si on pense à la ville, le processus de création au total, je pense, le jeu a mis 2 ans à mûrir. Puis il y a eu 1 an de travail avec l'équipe pour créer la première base du jeu. Puis, cycle après cycle, on continuait de travailler et on améliorait le truc. Sachant que là, on avait créé une façon d'écrire qui était très particulière. Donc, on faisait majoritairement ce qu'on appelle, nous, des bootcamps. Toute l'équipe se réunit en un seul point durant tout un week-end et on travaille tous ensemble. Ce qui permet de virer les phénomènes de j'arrive pas à écrire, je suis pas machin. Là, on est focus. Et ce qui permet aussi de connecter tous les cerveaux ensemble dans une espèce de hive mind bizarre où on peut, où d'un seul coup, l'univers est partagé réellement. Il n'est pas partagé uniquement par des documents qu'on partage sur Google Doc, il est partagé parce qu'on en parle, parce qu'on fait vivre dans chacun et qu'on aborde ces sujets-là. L'écriture à la vie, c'était très particulier parce qu'on n'a jamais écrit de background de PNJ. On recopiait dans les backgrounds des PNJ les scènes qui étaient décrites dans les backgrounds des joueurs et des joueuses. Et les PNJ s'en servaient pour s'inspirer, pour rejouer la scène. Donc ils n'avaient jamais un rôle complet. Ils avaient juste des fragments. Ce qui allait bien avec l'univers dans lequel ils étaient, puisqu'on était dans la mémoire de ce tueur psychopathe, dans la mémoire éclatée de ce tueur psychopathe qui avait autant de moments bizarres et qui était autant d'instants qu'il avait vécu avec ses différentes personnalités. Peut-être une dernière question pour moi, qui éloigne un petit peu du côté créatif, mais association, on va dire, avec Et Encore, une fidélité à Et Encore pour tes productions depuis un moment. En fait, Et Encore, ça a été avoir une rencontre de cœur. C'était 3 mecs avec qui, donc à l'époque, j'étais Orga Avatar avec Benoît. C'était donc Avatar 2013-2014. Et où les gars d'Et Encore étaient présents et ils géraient les rituels. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont fourni des moyens. C'est grâce à eux qu'on a pu faire le feu d'artifice en 2014. Ils étaient présents. Et c'est tout naturellement qu'ensuite, on a discuté des projets. Et c'est tout naturellement que je me suis tourné vers eux. Parce qu'en fait, je voulais une ASBL qui ne me demande pas de devenir membre. Parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps dans ma tête. J'ai pas le temps de m'installer et de commencer à faire des réunions par-dessus tout, pas le temps. Je veux bien participer à une réunion de temps en temps comme ça pour amener un point de vue, mais pas être là tous les mois et pas répondre à tel truc. Donc je voulais trouver des producteurs en fait. Donc dans ma tête, je fonctionne déjà comme un cinéaste. C'est-à-dire ce côté, je propose un scénario, une histoire, et voyez si vous le produisez ou pas. Et Encore est pour l'instant la seule SBL qui répond comme ça. À une époque, Garou faisait la même chose. C'était avant qu'il s'éclate et se reforme, puisqu'on leur avait proposé de produire, entre guillemets, la Camarilla, et que la rencontre ne s'était pas faite à l'époque. Et donc c'était Eclipse SBL, qui, quelque part, nous avait vaguement quand même demandé de devenir membre. Donc c'était pas... Il y avait quand même ce côté, vous faites partie d'Eclipse. Là, non, je le dis, je ne suis pas membre d'Et Encore. Alors, vous me voyez souvent avec eux, parce que c'est normal, c'est ma bande, mais je suis totalement indépendant. Il n'y a pas de relation
de membres. Quand je parle, c'est en mon nom. D'ailleurs, je l'ai fait dernièrement quand j'ai fait mon petit platch sur, sur Bilarp. Oui. J'ai dit, c'est mes mots à moi, c'est pas les mots des Encore, et Encore pense autre chose. Et voilà. Et donc, moi, j'ai besoin d'avoir cette espèce de liberté, ou cette impression de liberté, hein, et de pas me sentir lié. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment donné, Encore dit non à mes projets, ça pourrait arriver, hein. Peut-être un jour, je leur propose un truc et C'est ça leur plaît toujours pas. possible. Je pourrais me tourner vers Grégor, qui maintenant se lance aussi dans ce style-là, j'ai l'impression, d'activité, c'est-à-dire la production, plus que De la concentration, oui. puisque c'est pas leur jeu, c'est le jeu d'un tel qu'ils produisent. Voilà. Ok, ça confirme ma propre impression sur Et Encore. Je vais me retourner une seconde fois vers Fougère, au cas où le chat sera un petit peu plus actif. Non, tout est très très calme ici. Ils sont beaucoup trop calmes. Du coup, je vais céder une dernière fois la parole à Stéphane pour le mot de la fin. Ah mince, j'ai pas du tout réfléchi. C'est con. Le mot de la fin. J'essaye de dire des choses qui soient un peu importantes dans mes jeux et qui impactent. Mais fondamentalement, je pense que la seule chose que je veux partager, c'est cette espèce de plaisir qu'on a joué ensemble et ce plaisir de création qu'on peut avoir ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes jeux sont très forts sur la création collaborative, etc., sur le partage. Parce qu'il n'y a pas plus excitant que ce moment où 10-15 personnes vont créer ensemble un univers qui va exister le temps d'une soirée. Et voir cette bulle naître et mourir, c'est juste sublime en fait. Voilà. Merci. Merci pour ces mots et merci pour l'interview. Merci d'avoir accepté de répondre à l'exercice. Ce sera donc tout pour ce soir pour le Be My Guest, mais ne quittez surtout pas la chaîne, puisque dans quelques minutes, vous pourrez profiter du Place aux joueuses, où Fougère, Rachel et Anne vont avoir le plaisir de recevoir Clueless Cora. Mais tout d'abord, générique.